Mm. Bienvenue tout le monde à la librairie Chien sous la Lune. Merci d'avoir venu. C'est très sympa. Je suis content. Ce soir, on a l'honneur à accueillir dans notre librairie Maryse Vuillermet. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis contente que vous soyez venus. Alors, je vais faire une courte présentation et tu vas me corriger si je me suis trompé sur les choses. Elle est née à Saint-Cloud. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Hein. Si. Ah bon, d'accord. Agrégée de lettres modernes et docteur en lettres. Ton œuvre, elle est tournée plutôt vers le monde ouvrier et paysan. Oui. Migration, travail et réalité des gens sans dents. Exactement. Exactement, oui. Comme il dit un président, un ancien président. Tu es autrice d'une douzaine d'ouvrages, récits, romans, essais. Et récemment, un super roman qui s'appelle La Pia, pas La Piaz, je disais au début. Non. Je parlerai pas beaucoup de romans parce que je laisserai Maryse parler de ça et discuter avec vous sous le roman. Et voilà. Je me suis trompé sur quelque chose. Non, c'est parfait. Parfait. Alors, j'aimerais bien si tu peux te présenter un peu toi-même aussi et parler un peu des livres d'avant parce qu'en effet, je t'avais expliqué qu'on n'avait pas de temps à commander tous les autres. Oui. Et je pense que tous, elles ne sont pas disponibles. En tout cas, certains, elles sont disponibles. Si, ah ouais oui. J'ai vu certains, elles sont disponibles, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps à me pencher sur... Mais on aura dans la librairie les autres livres de Maryse Vuillermet. Si tu peux un peu te présenter, parler aussi des autres ouvrages et relier peut-être avec ces derniers, mais on parlera un peu plus après. D'accord. Donc, comme Vladimir l'a dit, je suis originaire d'une petite ville ouvrière dans le Haut-Jura. La capitale des pipes et du diamant. Et donc c'est une ville très, très encaissée entre des montagnes. J'étais lycéenne là, mes deux parents étaient ouvriers. Et quand j'étais lycéenne, je ne rêvais que d'une chose, c'était de m'évader, par la lecture bien sûr, mais aussi je rêvais de voyager. Et puis comme j'écrivais et que on me disait que j'écrivais des belles rédactions, par exemple, ou des beaux textes. Donc, je voulais être écrivain voyageur. Voilà. Alors, j'ai fait des études de lettres à Besançon, puis à Grenoble. Et puis, je voulais toujours voyager. J'avais lu des écrivaines comme Alexandra David-Nel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une femme qui est partie jusqu'au Tibet, la première femme à être entrée au Tibet. Isabelle Eberhardt, c'est une voyageuse au Sahara, qui est morte au Sahara d'ailleurs. Et donc, je me disais, écrire et voyager, c'était mon rêve absolu. Et puis assez vite, quand j'ai commencé à voyager en stop, comme faisaient les jeunes à l'époque, je me suis aperçu que c'était dur, que c'était fatigant, que j'avais toujours peur. Alors je me suis dit, tiens, je vais être enseignante, puisque j'avais fait des études de lettres, et enseignante à l'étranger. Donc j'ai commencé ma carrière comme enseignante de lettres en Algérie. Puis après, je suis revenue à Dunkerque, c'était quand même un voyage aussi. Après, je suis restée un peu plus tranquille, mais cette idée d'écrire continuait à me trotter dans la tête. Et donc, ma famille était des ouvriers, mais mon père était arrivé d'Italie à l'âge de 5 ans. Mon grand-père, donc, fuyait à la fois le fascisme des années 30, la misère. Il était de la vallée d'Aoste, mais d'un endroit très montagneux aussi, à 1800 mètres. Et il avait des vaches, les vaches étaient mortes, enfin c'était la catastrophe. Donc il est venu à pied en France. Et puis ensuite, ses enfants ont tous été des filles bonnes puis ouvrières et les garçons ouvriers. Et l'aîné de cette fratrie, ma tante Santine, me disait toujours, oui, toi qui as fait des études, tu dois écrire l'histoire de la famille parce que quand même, pour courir le monde les pieds nus, il faut être quelqu'un. Elle avait plein de formules comme ça. Et et puis elle m'a aussi confié un écrit qu'elle avait rédigé, comme elle disait, dans son français estropié. Elle avait raconté dans 40 pages à peu près son enfance dans les montagnes, son arrivée, et puis sa vie dans les usines. Et donc, je me suis sentie en quelque sorte missionnée par ma famille, et j'ai écrit cette épopée, c'est mon premier récit, qui s'appelle Mémoire d'immigrés vallotins. Et ce récit a eu
un certain succès, mais enfin local et surtout dans les milieux d'immigrés valdôtains. Mais ça m'a donné à moi le courage et l'envie de continuer. Donc après, j'ai écrit des nouvelles qui s'appelaient « Et toi, ton pays, il est où je racontais tous les gens qui étaient venus un jour dans le Haut-Jura, mais pas seulement les Italiens, il y avait aussi les Maghrébins, les Turcs, et déjà les hippies, comme on disait, dans les années 70. Et puis, donc c'était des nouvelles. Après, j'ai écrit plusieurs récits encore sur le monde de l'immigration, mais celui qui a eu aussi une assez jolie résonance, c'est un récit qui s'appelle « Pendulaire frontalier, les ouvriers du temps », parce que dans le Haut-Jura, comme dans beaucoup de régions montagneuses et avec des petites industries de main-d'œuvre, eh bien les usines ferment. Sauf que dans le Haut-Jura, tous les ouvriers spécialisés sont allés travailler en Suisse. Et encore aujourd'hui, donc avec des salaires 3 fois supérieurs aux salaires français. Donc ça a permis de sauver l'économie locale, mais c'est des vies un petit peu particulières, c'est-à-dire qu'ils partent le matin, ils font 60, 80, 100 kilomètres parfois pour aller pour aller enrichir un pays qui est déjà bien riche, et ils reviennent le soir en roulant comme des fous sur les routes de montagne. Donc j'ai raconté ces aventures. À partir d'entretiens, à partir d'interviews aussi, j'ai choisi 5 ou 6 travailleurs, hommes ou femmes, représentant des différents métiers. Et il se trouve qu'il y en a beaucoup qui sont horlogers, puisque l'industrie des montres marche très très fort en Suisse. Donc j'ai choisi là la métaphore du temps. C'est à la fois les ouvriers du temps, mais c'est aussi des gens qui passent leur temps à vérifier leurs montres parce qu'ils sont toujours pressés pour aller faire leur travail en Suisse. Donc j'ai raconté leur trajet chronométré, minuté, le travail de précision qui est le travail des montres, et puis ce temps volé quoi, pour des gens qui travaillent beaucoup. Voilà, donc ça c'était Pendulaire frontalier, les ouvriers du temps. Ensuite, je ne rappelle plus tout ce que j'ai dit. Bon, on va arriver à celui-là. J'avais donc, je vous ai dit, j'avais écrit des nouvelles sur des gens qui étaient arrivés dans le Haut-Jura. Et puis, il y en avait une d'histoire qui me trottait encore dans la tête, qui me hantait. C'était celle de ces hippies qui étaient arrivés dans un endroit très isolé où vivait une famille du coin qui les avait bien accueillis, et puis ensuite ça s'était plus mal passé. Et puis je me suis dit, celle-là, l'histoire, il faut que je la développe, que j'aille un peu plus loin. Donc j'ai écrit un récit de 80 pages, je l'ai envoyé à une éditrice qui m'a dit non, il faut en faire un roman complet, quoi. Et je savais déjà que c'était un récit assez tragique, d'une certaine façon. Donc j'ai un peu travaillé le côté angoissant, mystérieux, un peu thriller, et c'est devenu donc ce roman. Alors je vous dis juste le titre que Vladimir a bien prononcé, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'Apia, qu'est-ce que c'est? Ce sont des immenses dalles calcaires, c'est un relief très très karstique, en fait très calcaire, et ces dalles sont fissurées par l'eau, bien sûr, l'érosion, mais ça crée des failles très très profondes, des crevasses, des failles, et ce sont des endroits qui sont à la fois connus par les paysans, par les gens du coin, mais aussi craints, parce que quand c'est recouvert de neige, ben c'est traître, hein, comme une crevasse en haute montagne. Quand c'est recouvert de feuilles mortes, c'est aussi très très dangereux pour les bêtes, pour les humains. Donc c'est un endroit pas vraiment maléfique, mais dont on se méfie. Et il se trouve que mon histoire se passe à côté d'une zone comme celle-ci, d'une zone de l'Apia. Mais c'est aussi cette zone qui est une zone de faille, c'est aussi un petit peu la métaphore de mon histoire, parce que j'ai raconté dans ce livre la confrontation entre
des jeunes hippies, comme on les appelait, qui arrivent de Paris, qui sont habillés de couleurs voyantes, qui ont le sourire éternel aux lèvres, qui veulent trouver là un paradis, et qui rencontrent des paysans qui, eux, ont bossé toute leur vie, qui cherchent juste seulement à transmettre leur petit patrimoine et leur terre, et qui ne peuvent pas comprendre qu'on vienne là pour s'amuser, pour se tourner les pouces, pour s'étendre tout nu dans l'herbe. Enfin, c'est deux mondes radicalement différents. Au début, la famille des vieux pays, enfin surtout les deux vieux, et surtout le vieux monsieur Satin, lui, il est content finalement de voir arriver des jeunes, parce qu'il dit, ben voilà, c'est la relève, nous, nos jeunes ne pensent qu'à partir, et eux veulent venir vivre chez nous, c'est magnifique, et il va essayer de les aider, il est très bienveillant avec eux, il leur montre par exemple qu'il faut couper du bois, si on n'a pas de bois l'hiver on ne tient pas, il leur donne des conseils, mais c'est très différent en ce qui concerne ses enfants, et en particulier celui qui doit reprendre l'exploitation. Lui, son père lui a toujours dit de travailler, il n'a fait que ça. Et puis d'un seul coup, il voit son père qui s'intéresse à des feignants, des gens qui ne font rien, qui ne sont pas d'ici, qui n'ont même peut-être pas l'idée de vivre toute leur vie dans le coin. Donc le fils de la famille, lui, est très énervé, très jaloux de ces jeunes. Enfin, c'est contradictoire chez lui. C'est à la fois il est lui aussi intéressé, il s'observe tous, il regarde un petit peu comment ils vivent, et puis peu à peu, ces jeunes l'énervent, quoi. Donc assez vite, je ne sais pas, il y en a qui ont déjà commencé la lecture, mais on comprend que ça va mal se terminer. Et puis le vieux monsieur Satin dit, non mais je dis juste ça, il dit ça va mal se terminer. On sait, le ver est dans le fruit, on ne sait pas, bon, c'est son expression, le ver est dans le fruit. Donc moi-même assez vite, je me suis rendu compte que j'allais aller vers de plus en plus vers quelque chose de noir, quoi. Voilà. Alors beaucoup me demandent la différence entre un roman noir et un roman policier. Donc le roman policier, c'est un roman où on a un crime ou plusieurs crimes et une enquête avec des enquêteurs, soit des enquêteurs officiels, des policiers, soit même des enquêteurs privés, mais il y a une enquête. Et très souvent, il y a une résolution. À la fin, on sait qui a tué et pourquoi. Dans un roman noir, c'est très différent. Il y a assez souvent des morts, mais très souvent à la fin, pas au début. Et puis, le sujet, c'est pas du tout l'enquête. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a pas d'enquête. Le sujet, c'est la représentation d'un monde, la représentation d'une société un peu en transformation, comme là, il y a des convulsions, il y a des choses qui vont trop vite, qui dépassent les personnages, et c'est une atmosphère. Voilà. Et moi, je savais... j'ai pas écrit énormément de romans noirs, c'est mon deuxième, mais ça correspond bien à ma vision du monde, qui est un petit peu pas noire, parce que je suis assez optimiste quand même, mais un peu observatrice des douleurs, quoi, de ce qui ne va pas, de ce qui est dur, quoi, de ce qui est difficile. Voilà, vous avez déjà beaucoup dit. Non, pas tout, c'est ça qui est important. Bon. C'est ça qui est important. Justement, tu as parlé de personnages dans le roman qui sont tous très intéressants et très bien poussés. Il y a un grand personnage dans le roman, c'est Jura. Oui. Alors, j'aimerais bien si tu peux nous dire un peu plus de cette personnage qui est là tout le temps, mais qui est pas là. Voilà. Donc, ils sont dans la montagne du Haut-Jura. Donc, c'est un paysage, c'est pas la haute montagne, hein, c'est pas les Alpes, c'est des combes assez longues, et entourées de crêtes, souvent couvertes d'épicéas. Donc il y a une espèce de rigidité déjà. Quand ils font les foins, par exemple, ils vont au bout de la combe, ils reviennent. Bon, il y a une espèce de rigidité là, comme un destin tracé en quelque sorte. Mais aussi c'est un paysage très calcaire, comme je l'ai dit, mais de falaises. Il y a des falaises très très hautes. Par exemple là, pas loin où
où se passe l'histoire, il y a une falaise de 700 mètres de haut, des falaises de plis, enfin d'anticlinaux. On a toujours l'impression qu'il y a des millénaires qui nous contemplent, comme dirait Napoléon dans les pyramides. Enfin, c'est vraiment à la fois, c'est pas très vertigineux comme dans les Alpes, mais c'est impressionnant. Ces falaises, ces cirques calcaires, c'est des paysans, c'est impressionnant. Et puis les habitants, donc pendant longtemps, vivaient dans des endroits très isolés. On appelle ça un habitat dispersé, parce que c'est des endroits qui avaient été défrichés, donc chacun avait mis sa maison au centre de la zone défrichée. Alors isolés, mais quand même, les fermes sont à portée de vue, parce que s'il y a un incendie, il faut qu'on puisse aller porter secours, mais ça peut être 1 kilomètre, 2 kilomètres. Donc un habitat très isolé, même les villages sont petits, c'est un village-rue en général, les maisons de chaque côté qu'on traverse. Et donc, les gens sont habitués déjà à la rigueur du climat, à des hivers qui durent 3, 4, plus maintenant, mais même dans les années 70 encore, ça pouvait durer 4-5 mois. Il y a un proverbe à l'Amoura que Vladimir connaît, quand il fait beau, on dit « Ah, aujourd'hui c'est l'été ». Voilà, donc, parce que aujourd'hui c'est l'été, parce que très souvent il y a des intempéries, il y a de la neige, et donc ils sont habitués à attendre des catastrophes, quoi. Ils sont prêts aux catastrophes, ils sont prêts au malheur, et donc ils savent qu'ils vont, mais malgré tout, ce que je veux dire, malgré tout, ils savent que s'il y a un malheur, s'il y a des bêtes mortes, s'il y a des accidents de bûcheronnage, il y en a beaucoup, s'il y a des accidents sur la route avec la neige, ils vont quand même tenir, parce que c'est comme ça, ils sont habitués depuis très très longtemps. Donc c'est des mentalités qui sont forgées par le lieu, par la montagne, le lieu particulier, et par le climat. Il y a une solidarité. Il y a une grande solidarité, oui. À la fois, on s'observe et on se surveille. Mais s'il y a des grosses catastrophes, oui, les gens vont venir s'entraider, quoi. Voilà. Entre gens du coin. Par contre, là, il y a quelque chose de particulier parce que c'est des jeunes qui viennent d'ailleurs, voilà, et qui apportent des idées qui sont. Alors là, c'est la jeune femme, elle est parisienne, et le jeune homme, il s'appelle Tony, mais il est d'origine slovène. Et ils apportent d'une certaine façon la différence, quoi, ce qui va perturber, ce qui va changer. Donc, on est à la fois curieux, mais en même temps, c'est un peu trop, quoi. Et donc, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que moi, quand j'étais 18, 19 ans, c'était à cette époque-là, à la fois, donc, comme je l'ai dit, nous, les jeunes de cette ville de Saint-Claude, c'est la ville qui est en dessous, hein, qui est dans le creux. Nous, on pensait qu'à s'en aller, à quitter ces vies un peu d'ouvriers, de paysans, qui nous intéressaient pas trop à l'époque. Et puis, au moment où on voulait partir, les hippies sont arrivés. Alors, 2 choses, ils nous ont dit, votre pays, on dit pourquoi vous venez là, votre pays est beau. Ah bon, c'est beau ici? C'est vrai que quand on vit dans un endroit, on n'a pas toujours la notion de ce qu'il est. Ah bon, d'abord, c'est beau chez nous, on ne savait pas. Et puis, ils nous disent aussi, on va vivre ici, on va créer des activités, des choses comme ça. Et puis, ils étaient toujours en train de faire la fête, guitare, enfin bon, tout ce qui pouvait faire rêver les jeunes du coin. Alors, c'est comme si pendant un moment, on s'est dit, on va pas partir tout de suite, on va les regarder nous aussi. Enfin, nous, on n'était pas des vieux paysans, mais on les a observés. Après, on a un peu fait des fêtes avec eux, etc. Donc moi, c'est comme si j'étais à la fois du côté des jeunes, je comprenais parfaitement leurs rêves, et moi aussi, j'avais un rêve, donc je comprenais parfaitement ce qu'ils cherchaient. Mais j'entendais aussi les grands-parents, les parents, je savais exactement ce qu'ils pensaient d'eux. Donc j'étais entre les deux, j'étais moi aussi en quelque sorte dans la faille, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que ce récit m'a touché beaucoup,
et que je me suis à la fois projetée dans le père Satin, qui s'exprime à la première personne, c'est le personnage principal, et dans la jeune femme, Isabelle, qui pouvait être moi à son âge, quoi. Voilà. On dit que dans un roman noir en particulier, il faut que l'auteur soit dans ses personnages, quoi, pour que ça marche, quoi. C'était ma prochaine question, justement, mince. Pourquoi le roman noir, en fait, mais tu réponds partiellement. Ben voilà, parce que... Oui, juste le deuxième partie de question, c'est... En même temps, si tu peux dire un peu sur tes influences aussi, on parle déjà choix de romans noirs, mais aussi qui t'a influencé, les écrivains ou les événements ou de... Alors, dans les écrivains qui m'ont influencé, il y a eu à une époque, justement, dans les années 80, le néo-roman noir, justement, avec Daninx, des gens comme ça, Christine Manotti, enfin, c'était des écrivains qui écrivaient du polar, mais du polar qui décrivait la société, en quelque sorte. Et je trouvais que c'était des écrivains qui parlaient vraiment de mon monde, du monde ouvrier, du monde ouvrier principalement. Quand j'ai fait ma thèse, c'est la même chose. J'avais quand même beaucoup lu, comme toute étudiante en lettres, et je trouvais que la représentation du monde ouvrier, à part Zola, mais Zola c'était quand même aussi une écriture épique, enfin c'était pas une écriture réaliste, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains dans les années 70-80 qui racontaient le monde ouvrier. Alors j'en ai trouvé en travaillant sur ces sujets-là, mais pas tant que ça, quoi. Ça restait un monde à écrire, à décrire. Donc le roman noir pour ça, pour la société qu'il choisit de raconter. Et puis également, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, le côté tragique du monde, quoi. Voilà. Bon, je propose qu'on écoute quelques extraits. Bien sûr, lus par Marie. Merci Marie. Tu veux te mettre à ma place, Marie? Non, voilà. D'accord. Comme ça, hop. Je vais passer mon micro. Donc il y a 2 extraits. Merci. Le moment est venu de raconter. Sinon, l'histoire se perd et c'est pas bon. Certains disent qu'il faut laisser les secrets enfouis, mais on peut penser différemment. Ne pas tout cacher au fond des grottes, des ravins, parce que de toute façon, un jour, ça ressort. Même longtemps après. C'est comme l'eau. Ici, on est un pays d'eau et de calcaire. L'eau se faufile, cherche un chemin, creuse la roche et ressort à des kilomètres. Longtemps après, elle revient à la surface. On a plein d'histoires à propos de ça. Ils ont mis du rouge dans le trou de l'enfer et le rouge est ressorti vers Salins, vers les gorges de la Langouette. Le cheval refusait toujours de passer là et 15 ans après sa mort, ça s'est effondré. Le cheval savait que, sous l'herbe, il y avait un trou, que c'était une doline. Voilà. Les histoires, elles se perdent et, un jour, elles ressortent, quand c'est le moment. Deuxième extrait. Juste Marie, peut-être tu vas situer un peu l'extrait. Donc c'est le prologue que je viens de lire. Oui. Et vous vouliez que là je situe le deuxième extrait? Oui, juste vous voulez situer. C'est donc le chasse-neige là. Oui, c'est ça. Donc c'est Isabelle qui vit son premier hiver dans sa maison du Haut-Jura, et elle décide. Donc il a beaucoup neigé, il y a beaucoup de neige. Elle décide d'aller au village qui est à 2 km, 3 km. Elle y va à pied. Et puis elle va dans le bar, enfin bref, elle revient, mais quand elle revient, il fait déjà un petit peu nuit. La nuit tombe. Et en plus, il commence à neiger. Voilà, c'est juste dire ça parce que... Ouais. Merci. Soudain, au loin, une lueur haute qui se déplaçait s'avançait vers elle. Et elle aperçut un léger teuf-teuf de camion.
Non, de tracteur plutôt. Le fanal tremblotant se rapprochait. Elle abordait la grande descente. La route devenait plus étroite et les talus plus rapprochés. Elle distinguait désormais l'engin. Un vieux tracteur haut sur pattes, équipé à l'avant d'un large triangle d'acier. Il était apparu en bas de la pente, dans le halo de sa faible lumière, sortant du virage. Il semblait prendre de l'élan pour avaler la côte. Elle savait que le chauffeur était un paysan du coin, un des fils Rébier, ou un inconnu. Et soudain, une pensée la traversait. Elle n'avait pas de lampe. Elle était vêtue de couleur claire. Est-ce qu'il la voyait? Est-ce qu'il avait un moyen de refermer ses mâchoires? Il se rapprochait, les lames du triangle bien ouvertes. Il avançait toujours avec son cliquetis, son grondement, sa hauteur grise et noire, son halo puissant dans la neige. Soudain, elle a paniqué. Le cœur battant, s'est mise à courir vers le talus glacé pour y monter, se mettre à l'abri, mais elle est retombée. Elle a recommencé. Elle a perdu un gant, a réessayé et retombé encore, en grande glissade qui l'a ramenée parfois jusqu'au milieu de la route, perdant l'équilibre, se retrouvant assise, les jambes en l'air ou à quatre pattes. Le tracteur n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres. Elle pouvait presque deviner une tête rouge, avinée par ses multiples haltes sûrement. Les jours de chasse-neige, c'est la sortie. Et si ce n'était pas un des fils Rébier? Si c'était un inconnu? Un fou? Et il se rapprochait toujours. Il ne ralentissait pas. Il avançait dans son teuf-teuf qui devenait assourdissant et menaçant. Dans sa lumière glauque, inexorablement, elle allait être broyée ce soir, écrasée, déchiquetée. Alors, comme un animal sauvage pris au piège, en dernier recours, elle a crié « Arrêtez! Arrêtez !» Et dans un ultime réflexe, elle s'est jetée au milieu de la route en hurlant dans les phares tremblotants. L'engin s'est immobilisé à quelques mètres, a fermé ses dents d'acier et n'a plus bougé. Elle a compris. Elle a hésité puis a fini par s'avancer, se faufiler entre le tracteur et le talus, encore tremblante. Et alors, elle a entendu une voix gaie. « Faut pas vous affoler comme ça, je vous avais vu. J'attendais d'être presque en haut pour pas perdre trop d'élan. On n'est pas des sauvages, allez. Bonne soirée, rentrez vite, ça monte vite, elle est épaisse. » Et il riait. Il riait. Ou il ricanait. Et elle connaissait cette voix. Et lui, elle l'avait reconnu, c'était Bernard. Quelle folle elle était d'imaginer un inconnu. Il n'y a pas d'inconnu ici. On tombe toujours sur les mêmes. Elle aurait dû le savoir depuis le temps. Et j'y pense, vous voulez peut-être faire un petit tour dans ma cabine? Il fait bien chaud là-dedans et je vous ramènerai après. Il plaisantait en plus. Comme il avait dû s'amuser à la voir se débattre dans ses phares. Comme ils sont énervants. Ils aiment ça ici, contempler les bêtes prises au piège, les garennes s'enfuir dans les phares des voitures, les sangliers se jeter contre des barrières et les défoncer dans leur rage d'échapper aux chiens et de survivre. Ils aiment tester, faire peur, toujours dans la limite entre la plaisanterie et la mise à l'épreuve, et s'arrêter, juste à temps. Elle souriait, incapable de répondre, comme si elle comprenait et appréciait la plaisanterie. Elle reprenait son souffle, furieuse, gênée, humiliée. Mais elle était passée, sauvée. Elle a pressé le pas. Elle a dû finir par crier « Non, merci, au revoir !» Et elle a filé, le cœur battant encore longtemps. Très bien, super. Bravo. Oh, pardon. Merci beaucoup. Oui, très bien. Alors, vous avez écouté ce passage, il y a des gens qui l'ont lu, mais c'est vrai que moi, en lisant, il y avait toujours cette sentiment de quelque chose qui pèse très lourdement, en fait. Et j'ai presque l'impression, après je l'ai lu un peu dans une sorte de frénésie, je ne le lâchais pas,
j'avais pas l'impression qu'il y avait de soleil, qu'il y avait des beaux jours, même s'il y en avait dedans. Oui. Et je me suis dit comment tu as construit cette atmosphère tellement pesante, en sachant que Jura, la plupart du temps, à part quelques jours où il pleut, où il y a un peu de brouillard, c'est plutôt un endroit magique où on se sent très bien, où on est heureux. Bon, en tant que vacancier, bien sûr, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour moi à percevoir. Et tu as réussi quand même. Même moi qui connais très bien le coin, j'avais vraiment cette impression de quelque chose de très pesant et très lourd et très sombre en fait, comme quelque chose qui se rapproche sans arrêt. Et bon, c'est une grande surprise à la fin. Mais voilà, je voudrais savoir un peu cette processus, comment tu as réussi aussi, toi qui es de coin, à mettre une telle noirceur en fait dans ce coin tellement paradisiaque quand même. Oui, c'est un bel endroit, mais ça dépend d'où on parle, comme on dit aujourd'hui. Là, je raconte la vie de gens qui comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont travaillé toute leur vie, qui sont jamais sortis de là, qui s'attendent toujours au pire, qui ont quand même énormément d'inquiétudes par rapport à la relève, c'est-à-dire qui va reprendre la ferme. C'est vraiment leur obsession, parce que c'est des générations et des générations de travaux. À un moment donné, le fils il dit moi je veux bien la ferme, mais sans les bêtes. Et ça, les parents, pour eux, c'est impossible. Je raconte des moments où le vieux paysan, quand il n'est pas bien, quand il a des angoisses, parce qu'il a été adopté, lui, il va près de ses vaches, il se serre contre ses vaches, ça le rassure. Et donc, à un moment donné, il sait qu'il faut qu'il se débarrasse de ses bêtes. Elles partent une à une, mais un troupeau, c'est pas qu'un troupeau. Ils ont travaillé pendant des générations pour sélectionner les bêtes. Donc, c'est des bêtes qui sont adaptées à l'endroit, qui se connaissent entre elles. Aujourd'hui, récemment, on a beaucoup parlé de ces troupeaux qui étaient abattus, mais les paysans, ils pleurent, et parce que c'est inhumain, quoi. Donc il y a quand même, bon, c'est beau, c'est sûr, mais il y a des gens qui ne voient plus la beauté. Et d'ailleurs, je disais, quand même nous qui avons vécu, moi j'ai vécu une enfance normale, mais avec les parents ouvriers, c'était quand même pas évident. Moi j'ai deux personnes de ma famille qui ont les doigts coupés par les presses à injection de matière plastique, là. Bon, c'est quand même des vies dures. Donc, c'est pas des vacances, c'est des vies de travail, quoi. C'est des vies de travail. Et c'est ce que je raconte. Je raconte quelque chose qui est. Des destins qui ne sont pas choisis. Il y a beaucoup je connais aucun ouvrier d'usine, moi, qui a choisi d'aller à l'usine. On dit on va toujours à l'usine à reculons. Et les jeunes. Bon, pas ceux qui vont en Suisse, mais dans ma génération, les jeunes qui travaillaient pas bien à l'école, on leur disait tu vas aller à l'usine, tu vas finir à l'usine. Alors ils faisaient beaucoup la bringue et ils buvaient beaucoup parce que un jour ils savaient qu'ils allaient aller à l'usine, et ils allaient à l'usine, et une fois qu'on rentre là, on sait que c'est pour toute sa vie. C'est pas ce qu'on imagine. Enfin, on a envie de faire autre chose dans sa vie. Donc voilà, c'est ce que je raconte. Je peux pas raconter autre chose parce que je peux pas raconter des vies où les gens sont parfaitement heureux, ils prennent leur ski de fond, ils vont faire une course. Non, c'est pas ça. Et voilà. T'as bien réussi. T'as bien. Oui, on se raconte dans un livre. Hein, on se raconte, et moi je vois plus la dureté de la vie de tous les gens que j'ai connus que la joie de la terre. Enfin, il y a des écrivains de la terre qui célèbrent la beauté de la nature. Moi aussi, je décris parfois une nature luxuriante, une nature belle, mais le plus souvent, c'est pas ça que je vois. Et donc je raconte ma vision du monde, quoi. J'ai une dernière question, et après je laisse discuter avec toi. C'est une question que je pose à tous les invités. C'est ton premier souvenir d'une librairie dans ta vie. Ah oui, j'avais oublié, mais je me rappelle. Donc, c'est à Saint-Claude, bien sûr, là où je suis né, et où j'ai vécu jusqu'à 20 ans presque.
Et il y avait une seule rue, la rue commerçante, la rue du Pré, elle s'appelait. Et il y avait une maison c'était une librairie, mais beaucoup maison de la presse, mais librairie quand même. Avec, c'était au fond les livres, hein, il y avait tous les journaux, tout ça, puis il fallait aller au fond pour les livres. Et je me rappelle que là, j'étais déjà au lycée. Sinon, nous, on n'achetait pas de livres, hein, pas, très peu. On avait une bibliothèque municipale, mais il y avait les bains-douches et la bibliothèque municipale. Donc, la bibliothèque, elle sentait le savon, elle sentait les bains-douches, quoi. Mais on y allait quand même, on empruntait des livres. Puis au lycée, au collège, au lycée, on avait des livres aussi. Après, on a eu un CDI, donc on n'allait pas en librairie acheter des livres. Mais là, pour le lycée, on avait dû nous dire d'acheter Le Rouge et le Noir. Et j'avais demandé à la libraire Le Rouge et le Noir. Et quand même, moi, au lycée, je savais déjà que c'était bien connu, quand même. C'était, bon. Et elle ne connaissait pas. Elle me dit, c'est quoi ça, Le Rouge et le Noir Voilà, c'est mon premier souvenir. C'est mon premier souvenir de rencontre avec une libraire. Et après, plusieurs années après, on a eu une librairie, une vraie librairie, quoi. Okay. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions de... Alors, oui, peut-être... parce que, bon, on est là en Picardie, et puis, moi, quand j'ai écrit le roman, bon, j'espérais qu'il ait un peu de succès, bien sûr, mais je voyais bien qu'il allait résonner chez des gens qui ont vécu dans la montagne, ou oui, surtout dans la montagne. Et puis, les premiers retours que j'ai eus, c'était la librairie de Nantes, enfin, des gens qui n'étaient pas du tout de la montagne. Et donc, Vladimir qui m'invite en Picardie. Et après, j'ai compris que, bon, même si c'est une histoire très singulière, qui se passe dans un endroit très particulier, le livre résonne aussi de façon un peu plus universelle. C'est quand même une histoire éternelle des parents et des enfants, des frères entre eux, les familles, et puis toujours l'histoire biblique de l'étranger qui arrive dans un endroit où il est un autre, quoi. Donc finalement, je suis très contente que le livre ait cette résonance plus loin que dans les régions de montagne, quoi. Et puis après, on m'a dit, mais oui, mais dans le Rouergue, en Ardèche, dans les Cévennes, on a vu des histoires comme ça. Voilà. J'avais des clients aussi. Ouais. Comment J'ai des clients qui ont confirmé, en fait, qu'il y avait des histoires comme ça. Oui. Bon, bah, à vous maintenant à poser vos questions à Marie. Madame. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que c'est pas finalement la réussite d'un roman ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement le fait que il y a un caractère universel, c'est-à-dire que tel qu'il est écrit, ça peut être l'histoire, peu importe la nôtre, enfin celle qui a inspiré ça, mais en fait elle parle effectivement à tout le monde parce qu'il y a quelque chose d'universel Voilà, oui, mais c'est pas évident. Enfin, comment dire moi, je pense que plus une histoire est particulière, singulière, ça pourrait pas se passer ailleurs que dans cet endroit-là, et ça pourrait pas se passer avec d'autres personnages. Donc, c'est vraiment très singulier, et en même temps, ça résonne de façon universelle. Je crois que plus on va profondément dans un personnage et dans l'âme humaine, en quelque sorte, et plus ça peut toucher tout le monde. Mais c'est pas évident à comprendre. Non, mais c'est le pouvoir de la littérature. C'est le pouvoir de la littérature, oui. Justement, on a discuté, moi je trouvais qu'on s'approprie l'histoire de manière comme ça nous parle à nous aussi. Oui, tout le monde a dit le père Sapin c'est mon grand-père, le père Sapin c'est mon père. Voilà, donc... Même les lieux, moi j'ai pas du tout vu les lieux que tu situes bien et que je vois à peu près où ils sont, mais je pouvais pas le mettre là-bas. Je le mettais ailleurs dans le Jura, où ça me plaisait plus à les situer, voilà. Alors, je ne reprends pas tous les noms précis du coin, parce que dans mes premiers récits, c'était des récits de famille ou de gens de là-bas, donc je mettais les vrais noms, etc. Et puis alors, les gens me disaient, mais non, mais là, la maison, elle n'est pas comme ça, la porte, elle n'est pas là, la fenêtre, elle n'est pas là. Enfin, c'était toujours sans fin des histoires sur
parce qu'ils connaissaient les lieux et ils voulaient que j'écrive exactement. Il y avait des gens qui ont mesuré tes distances, ils ont dit elle est libre avec les géographies de Jura. Oui, parce que j'ai appelé la ville c'est la ville de Saint-Claude, j'ai appelé Aiglepierre, et il y a un Aiglepierre un peu plus loin, ils ont dit mais non, mais ça va pas. Enfin, voilà. Donc les noms ne sont pas les noms exacts. Mais l'histoire, elle ne peut pas se passer ailleurs. Parce qu'on est toujours déçu quand on connaît l'endroit, de ne pas le reconnaître vivre, en fait. Oui. Et puis du coup, même l'endroit, il devient aussi plus universel. Enfin, il peut être, ça peut être plein d'endroits différents, quoi. Et vous, Vladimir, comment vous avez découvert ce livre? Ah oui. Alors, je vais être très honnête. En fait, j'ai vu que c'est un livre qui parle de Jura. Et j'ai pas hésité 2 secondes, j'ai appelé le commercial, je dis est-ce que je peux avoir une en service de presse? Et déjà je trouvais que l'objet il est joli. Oui, la couverture elle est très jolie, elle est très réussie. Et après c'est d'abord mon épouse qui l'a lu et qui a trouvé ça, elle me dit c'est super bien, tu vas voir. Et en effet c'est super bien. En plus c'est un excellent roman. On aimerait même s'il était moyen parce qu'on adore Jura, mais il était super. Et du coup voilà, c'était comme ça. C'est vraiment par amour de Jura parce que nous on va depuis des années dans ces coins-là et on se balade énormément dans ces coins-là. On le connaît un peu des gens maintenant. Je confirme, ils connaissent très bien. C'est un peu aussi l'histoire des régions de France parce qu'on a des régions très différentes. Mais en fait, soit on y va en touriste et on voit quelque chose, soit on y a vécu ou on y connaît des gens. Et toutes les régions ont vécu des choses très Dunkerque. C'est la Nantes, c'est tout ça qui détruit toutes les familles. Bon, mais c'est pas ça qu'on voit. On voit quand on est sur la plage. Bien sûr. Maintenant. C'est très beau. Et c'est un peu l'histoire des régions, je trouve. Parce que dans chaque région, il y a comme ça des drames liés à la géographie ou bien à l'histoire locale, industrielle, oui. Surtout souvent. Mais quand on y va, c'est vrai que c'est différent. Bien sûr, oui. Et c'est ça qui fait que la France, elle est tragique tout en étant belle. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Et Jura, comme beaucoup de régions en France, elle a ce problème de grosse désindustrialisation. Ça va arriver un jour. Et que c'est vrai qu'en effet, quand on traverse, c'est des jolies villes, mais malheureusement bien. Alors là, tu étais plus sous le vide des paysans et plus sur le haut, sur les hautes combes et les plateaux. Enfin, mais c'est vrai que les petites villes, il n'y en a pas beaucoup de petites villes. Il y a Saint-Claude, quelques villes, mais à Saint-Claude, il n'y a plus du tout d'industrie, quoi. Enfin, depuis non. Alors les lunettes, c'est à Morée, mais il n'y en a plus beaucoup non plus. Moi, je racontais l'anecdote des lunettes de Macron. Vous avez vu que Macron, il est allé à Davos avec des lunettes de soleil, et la presse a dit que c'était des lunettes jurassiennes. Alors je dis ouf, c'est des lunettes de Morée, mais non, c'était des lunettes de Lons-le-Saunier. C'est la préfecture du Jura, mais c'est pas le Haut-Jura. Mais du coup, tout le monde en a acheté. L'entreprise qui était un peu en déshérence, elle en a vendu. Moi, j'ai acheté tout de suite. Voilà. Bon, en dehors de cette anecdote, oui, il y a plus il y avait 3000 diamantaires à Saint-Claude. On taillait le diamant, oui. Parce que ça, c'est une belle histoire aussi. Dans le Haut-Jura, les paysans n'ont jamais été que paysans parce que ça suffisait pas. L'hiver était trop long, donc ils avaient la double activité. Ils faisaient de la tournerie sur bois, ils ont fait des lunettes, donc ils tournaient les fils de fer pour faire les montures. Et puis, comme ils n'étaient pas loin de Genève, et qu'à Genève, on a toujours fait de la joaillerie, des montres, ils ont appris à tailler les pierres précieuses, les rubis pour les montres, puis les diamants. Et l'industrie diamantaire, c'est au 18e, 19e, c'est énormément développé. Et à Saint-Claude, dans mon enfance, il y avait 3000 diamantaires. Oui. Et des grandes... et une belle histoire aussi de coopérative ouvrière. Parce que c'est un fort mouvement de coopérative, donc les ouvriers étaient propriétaires de leurs bâtiments, de leurs usines. Et aujourd'hui, il ne reste plus que... il n'y a plus d'usines, mais il reste la Maison du Peuple, qui est une
maison construite par les coopérateurs. Avec bar, cinéma, si un jour vous avez de chance à les visiter, salle de sport, oui, très, très, très belle réalisation des coopératives. La pipe, il n'y a plus du tout? Non, il y a une entreprise, mais qui est plutôt que les touristes visitent, et puis ils font des tas d'autres choses que de la pipe. Non, il n'y en a plus. Personne ne fume de la pipe aujourd'hui. Comment? Il n'y a plus beaucoup de fumeurs. Mais non. Monsieur Anap qui était pas ce matin, il fume de pipe. Ah oui, oui, on en voit un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Oui. Alors, moi, j'ai pas une question, je suis désolée, je vais faire le code des pages. Oui. J'ai beaucoup aimé votre roman. Merci. C'est grâce à Basilic que je l'ai lu. Je l'ai lu en 3 heures. Midi, on n'a pas pu me sortir de mon canapé. Et du coup, je l'ai prêté après à mon ami. Et j'ai adoré aussi. Merci. Oui. Et du coup, voilà. Et en fait, on parlait de l'universel. Je ne pense pas du tout identifier au même personnage. Par exemple, moi, c'était Isabelle et elle, c'était plutôt Noël, le grand frère qui revient. Ah oui. J'ai une question sur ça. Voilà. Oui. Rien à dire de plus, mais merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, je rebondis, donc parfait, merci. Non, mais du coup, déjà merci. Et donc oui, moi j'ai beaucoup apprécié aussi, j'ai beaucoup apprécié le côté prenant. Donc sans rien dire, pour ceux qui n'auraient pas encore lu, n'hésitez pas, il y a un personnage en fait qui, lui, donc pour le coup, fait partie de ceux qui ne restent pas dans la fratrie, le grand frère, Et moi déjà, c'est un personnage auquel je me suis identifiée parce que il va faire ses études, donc lui, il dit à Jérôme, tu vas chez les fous. Il est psychologue, oui, il travaille dans un hôpital psychiatrique. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand il revient, parce qu'il revient l'été et aider la famille, on voit qu'il a un regard aussi sur sa famille, sur ses fameux hippies, etc. Et du coup, là, je viens de faire le lien aussi par rapport à votre propre vécu. Est-ce que ce personnage, justement, qui part, qui revient, mais très peu, est-ce que vous, par rapport au fait que vous êtes parti également faire vos études, etc., est-ce qu'il y a aussi ce regard de, vous avez bien fait la dichotomie entre ceux qui sont là, ceux qui y arrivent, les inconnus, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'entre-deux, c'est-à-dire ceux qui y étaient, et vous faites partie de ça, et de, comme vous dites, de ce milieu-là, et en même temps, le côté, mais on en part aussi. Donc, on est un peu dans cet entre-deux. Est-ce que ça, vous avez mis un petit peu de vous dans ce personnage-là? Ah oui, vraiment une très belle question, parce que c'est très rare qu'on pose des questions sur ce personnage. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup ce personnage, parce que à la fois, donc, il est parti, mais parce qu'il était bon élève, il a fait le séminaire, donc après il a continué ses études, il est devenu psychologue, et il revient tout le temps. Il revient tous les étés, il revient aider pour les foins, mais en même temps, il dit à son frère, je pourrais pas ne pas venir. Pour moi, c'est un petit peu la stabilité du monde. C'est un monde qui, pour moi, ne change pas, alors qu'en fait, il change tout le temps, mais pour lui, non. Et il est prêt et il comprend effectivement il fait parler son frère, et puis lui aussi, il comprend les deux. Il comprend son frère qui est énervé, qui est jaloux, et les jeunes, il dit, mais laisse-les, les jeunes, ils font rien de mal. Ne t'occupe pas d'eux, il a un rôle de médiateur, exactement. Un petit peu de douceur justement dans tout ce paysage-là, et moi forcément c'est ce qui m'a marqué tout de suite, mais ça amène justement dans le côté pesant. On le ressent bien, mais je trouve que justement le fait que ça fait un peu une opposition avec cette forme de douceur qu'il a dans ce regard bienveillant avec sa famille, ça fait encore plus le contraste avec tout le reste qui est très pesant au fur et à mesure, et au fur et à mesure de ses interventions dans le livre, je trouve que ça marque encore plus le reste qui est de plus en plus noir. Donc, voilà, merci aussi, ce personnage-là, merci, parce que moi, Mais moi, je me projetais beaucoup dans Isabelle. Je n'avais pas pensé que Noël, ça pouvait être aussi quelqu'un qui me ressemblait, effectivement. Oui, quelqu'un qui revient toujours, quoi. C'est Isabelle beaucoup, et en fait, au fur et à mesure qu'il intervient, je trouvais qu'il apportait des choses hyper intéressantes sur la psychologie de chacun des personnages. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup quand vous parlez du travail des personnages et de l'âme de chacun. Et il vient apporter un petit regard qu'on veut extérieur, et finalement non, parce qu'il les connaît très bien. Et même dans ses interventions, quand l'autre frère, donc Bernard, qui était dans l'extrait, va dire je n'ose pas lui demander, mais je lui demande quand même un peu par rapport à son propre vécu, c'est intéressant parce qu'il a ce côté confident qui amène la profondeur aussi dans les autres personnages. Et t'as le troisième que tu nous as laissé complètement dans le noir, en fait. Mieux, mais il y a un troisième frère aussi, ceux-là qui vont lire, qui est beaucoup plus secret, obscur, et on a du mal à comprendre qui est, qu'est-ce qu'il fait, comme si c'était presque un fantôme, en fait, dans toute l'histoire, un fantôme maléfique qui va débarquer pour... Voilà. C'est tentant. C'est tentant, ça fait peur. Tout le monde est obligé de le lire ce soir. En 3
3 heures. 3 heures, au moins. En 3 heures, oui. Oui. Alors moi, j'ai une question, c'est concernant justement la femme du couple de personnes âgées, c'est la seule personne qui n'a pas de prénom. Oui, on dit toujours Madame Satin ou la mère Satin, oui. Ouais, Oui. et C'est même vrai. Son mari, quand il parle, on dit la femme. La femme, oui, 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 c'est vrai. Et en fait, je veux juste savoir si, enfin, pourquoi vous avez décidé de ne pas lui donner de prénom? Je dirais que j'ai même pas fait exprès. C'est le maire Satin. C'est la mère Satin. Alors, c'est des dénominations qu'on emploie beaucoup dans les Hauts-Jura. On dit le père machin, la mère machin. Mais elle-même, je crois que le mari, on dit souvent père Satin. Mais il dit la femme, Voilà. la femme. Et souvent, les hommes, ils disent la femme, pour dire, ils disent pas mon épouse, ils disent la femme. Et donc, c'est une expression de là-bas. Et je sais même pas quel prénom est là. Parce que moi, je me demandais si dans votre tête, pourtant, je l'aime bien. J'aime bien aussi parce qu'elle est drôle et courageuse aussi. Et puis, elle voit aussi très bien les choses, intelligente et tout. Mais oui, je ne vais pas donner de prénom. Désolée. Ah non, non, mais c'est pas très... Oui. Pas très féministe. Il faut retravailler ça. Pas très féministe, surtout. Moi, je suis très attiré par le livre. Je ne l'ai pas encore, j'ai seulement commencé. Oui. Mais je suis vraiment, j'ai comment vous dire, j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances dans le Jura, à Saint-Claude. D'accord. Ah oui. J'étais dans une petite ferme dans la montagne. J'ai essayé de retrouver l'endroit et j'ai pas réussi. J'avais il y a quelques années, j'ai pas retrouvé. Ça s'appelait le Trébaillard. Trébaillard, oui, c'est connu, Trébaillard. Oui, oui, c'est vers. Alors, autour, il y avait le Mont Touy, la cascade, la Queue de Cheval. La Queue de Cheval, cascade de la Queue de Cheval, j'y vais souvent. Voilà, oui. Voilà, là, j'allais pendant 1 mois tous les ans en vacances là-bas et j'ai des souvenirs extraordinaires. Alors, moi, j'ai un beau souvenir de cet endroit-là parce que près de la cascade de la Queue de Cheval, il y avait une ferme très isolée aussi. C'était des bûcherons italiens. Et moi j'étais dans une école pas loin de Saint-Claude, à 2 km, c'était beaucoup moins isolé, mais c'était quand même une école de village, classe unique, garçons et filles, et puis de 5 ans à 14 ans. Et est arrivé dans cette école, dans ce village, cette famille de bûcherons, ils avaient déménagé, ils voulaient habiter dans un village, et le fils, Michel, avait 12 ans, et il nous a raconté une histoire qu'il avait apprivoisé un sanglier dans sa ferme, là, près du Trébaillard, et que c'était son copain, et que le sanglier a grandi, et qu'il se mettait debout contre lui comme un chien, quoi. Et puis quand ils sont partis, quand ils ont déménagé, son père était très dur, très très dur. Il a dit, bien sûr que non, qu'on va pas emmener le sanglier. Coup de fusil, terminé. Et lui, pendant longtemps, il était très très triste d'avoir perdu son sanglier. Oui. Il est très choqué, oui. Pour le père, c'est... Et pour le sanglier aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, c'est un gibier, quoi. Enfin. Pas de quartier, mais Michel, c'est bien. Encore quelques Mais c'est fou le nombre de gens qui connaissent le Jura. Hein. Et donc, c'était de la famille à vous ou c'était... Non, c'était en colonie. En colonie de vacances. Et avec des amis. Et quelquefois, on se remémore. On se retrouve. Tu te rappelles, dans le Jura, Saint-Claude. D'accord, ouais. Mais c'est vrai qu'encore l'été, on voit beaucoup de colonies de vacances. Nous, à la Mora, au bord de lac et tout, il y a beaucoup de gamins qui reviennent dans le Jura, je pense, parce que c'est encore plus abordable. Oui, parce que c'est facile pour les enfants de faire des promenades, on peut marcher facilement, c'est pas trop escarpé. Et puis il y a des lacs, les lacs l'été, c'est chouette. Hein. Ça fait 40 ans qu'on va au four. Comment ? Ça fait 40 ans qu'on va au four. Ah oui. Vous connaissez bien aussi. Ouais. Par contre, on est intrigués, nous, parce que... Alors, pourquoi, on ne sait pas, mais tous les gens qu'on connaît au four, plusieurs générations maintenant, sont tous touchés par une forme de cancer. Ah. Et on est très intrigués par ce phénomène, parce que dans toutes les familles, il y a au moins 2 ou 3 personnes touchées. Et alors que c'est une région
Oui, Donc on pourrait imaginer. Oui, c'est un petit village, les Fours, hein, c'est vraiment petit. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Pas d'industrie. Bon, c'est à côté de. C'est pas loin de la Suisse, évidemment, c'est frontalier. Il y a énormément d'électricité, Oui, des lignes haute tension. Énormément. Ouais. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à y aller, bien évidemment. Mais c'est étrange quand même. C'est une région qui semble polluée par quelque chose. Oui. Je connais pas l'histoire ni la raison. Et c'est étudié dans le. Non. Enfin, je sais pas. Peut-être derrière le phénomène, il y a peut-être des études de fait. Nous, on constate simplement ça. Ouais. D'accord, ça je connaissais pas. Mais c'est l'observation, plus que la moyenne en tout cas, ça c'est sûr. Plus que en Picardie. Où c'est un épiphénomène, mais là c'est vraiment. Ouais. J'ai une question. Oui. Et du coup, pourquoi les hippies sont venus à Saint-Claude? Ils sont pas venus à Saint-Claude, ils sont venus dans le plus haut. Hein, c'est vers les Moussières. Tu connais les Moussières? Plus haut, parce qu'à Saint-Claude, il n'y a jamais de hippies qui a vécu. Parce que à cette époque-là, les fermes, il y avait beaucoup de fermes qui étaient abandonnées par les gens qui les avaient habitées, et ça ne coûtait rien. Tu pouvais acheter une ferme pour une bouchée de pain, quoi. Donc, il y a pas mal de hippies qui sont arrivés parce qu'ils pouvaient s'installer dans une maison qui coûtait pas cher. Et puis, c'était tellement isolé, tellement sauvage que pour eux, c'était le rêve. Ils cherchaient une vie dans la nature, une vie en autarcie. Enfin, c'était le rêve d'un autre monde, quoi. Donc là, et puis là, par exemple, ils avaient demandé à un notaire de Saint-Claude, et il leur a dit, ben là, il y a une maison à vendre, et ils étaient venus une fois et ils s'étaient installés. Ils n'avaient pas beaucoup fait d'études de marché, comme on fait aujourd'hui, pour s'installer, quoi, tu vois. Et ça correspondait vraiment à ce qu'ils cherchaient, un endroit perdu. Et ils pensaient qu'ils allaient faire de l'artisanat, faire des choses comme ça, quoi. Alors, il y en a qui sont arrivés dans ces années-là et qui sont restés quand même. Hein, par exemple, il y en a qui sont arrivés qui voulaient avoir des chiens de traîneau. C'était aussi une idée un peu bizarre, hein, mais ceux-là sont restés. Il y a beaucoup maintenant de gens qui font des balades en chiens de traîneau. Il y en a qui avaient une potière qui est arrivée, qui faisait de la poterie. Il y en a qui ont fait de l'artisanat, de toutes sortes d'artisanat. Enfin, c'était des petits boulots qui pouvaient leur permettre de survivre, et puis ils étaient saisonniers, puis ils vivaient de pas grand-chose. Hein. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient au départ, mais il y en a beaucoup après qui sont partis, qui ont laissé tomber. Le livre, de nos jours, doit pouvoir résonner auprès de toutes les personnes qui veulent se reconvertir, le retour à la terre. Oui. Alors aujourd'hui, je dirais que il y en a qui vivent ça, mais un peu plus, un peu moins idéalistes, quoi, quand même un peu plus les pieds sur terre. Et puis d'autres choses peut-être avant qui font que c'est pas comme si c'est pas des neufs jeunes. Oui. C'est plus réfléchi. Oui, c'est plus réfléchi. Là, idéaliste. Voilà. Mais tes hippies, ils sont pas tout à fait tranquilles aussi. Non, ben elle a un vécu parce qu'elle a eu un accident, elle a une grande cicatrice au visage, et puis oui, non, ils sont pas. Mais c'est ça aussi, quand on est mal, on pense que dans un autre endroit, calme, dans un bel endroit, on va trouver l'harmonie, et on ne trouve pas. Ouais, c'est l'idéalisation de nature. Oui. C'est Rousseau, quoi, le retour à la terre. Jusqu'au premier hiver. Et partout où on va, on emmène ces fantasmes, ces cauchemars, ces angoisses, quoi. Donc là, c'est le cas. Mais il faut un petit temps pour s'en apercevoir, quoi. Et du côté de la région dont on parle du livre, est-ce qu'ils sont touchés par les changements climatiques? Ah bah oui, surtout le fait qu'il n'y a plus de neige. Oui, voilà. Parce que quand même, depuis les années 70, il y a une industrie de la neige, hein, de ski de descente, ski de fond, beaucoup de ski de fond.
Et là, ils sont en train de réfléchir à des hivers sans neige, quoi, parce qu'il y a eu quelques hivers où il y avait très peu de neige. Hein. C'est qu'il faut, par exemple, les chaînes traîneaux, il faut sur l'herbe. Oui, voilà. Là, il y a un tourisme d'été qui s'installe, qui marche très bien, alors qu'avant, c'était plutôt un tourisme d'hiver, quoi. Ouais. Et donc, bien sûr qu'ils y pensent. Hein, ça, pas tellement. Alors, ils ont une chance pour l'agriculture, c'est que ils ont une filière qui marche très bien, c'est la filière du comté, du fromage. Ça marche du feu de Dieu. Et donc, ça permet de préserver la nature, puisque pour le comté, il faut des prairies naturelles, des prairies fleuries, tout à fait naturelles, pas d'engrais, rien du tout, pas d'ensilage. Donc, ça n'abîme pas le territoire. Et ils en vivent bien. Bon, il n'y a pas autant de paysans qu'avant, mais ceux qui sont là en vivent tout à fait bien. Et même maintenant, au lieu de faire des grands bâtiments moches pour leurs vaches, ils commencent à faire des bâtiments qui s'intègrent dans le paysage. Ouais. Et puis surtout, ce qui a sauvé l'endroit, c'est le travail en Suisse. Hein. Ça, c'est sûr. Ah oui. Et vous-même, du coup, vous habitez... Alors moi, je viens toujours, comme Noël, je reviens tout le temps, mais j'habite à côté de Lyon. Ah, d'accord. Voilà. Après, un périple, comme j'ai dit, en Algérie, Dunkerque, Saint-Étienne, professeur itinérant. Lyon, c'était vraiment la grande ville. On avait d'un côté Besançon, de l'autre côté Lyon. Et moi, j'ai toujours bien aimé Lyon. Et donc, les personnages du livre, ils ont vraiment existé? Pas tous. Il y en a qui ont existé, il y en a que j'ai inventés. Et puis, même ceux qui ont existé, je suis allée au bout de leur logique. Oui, d'accord. Voilà. Et vous connaissez les descendants, c'est un bien grand mot, mais les personnes qui sont issues de ces familles, vous les connaissez actuellement? Non. Non. Non, non. Pour savoir si on a la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose en prévision? Ah oui, on prépare. Oui, je suis en train de... bien sûr, j'ai écrit encore sur le Jura, mais sur Saint-Claude. Là. Sur Saint-Claude et encore sur des secrets enfouis. Encore dans le roman noir. Oui. Ok. C'est pas évident de parler de ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est tellement encore bouillonnant. Et... Donc, je voulais savoir. Oui. Non, mais je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Hein. Je ne vais pas m'arrêter. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci beaucoup, Maryse. Merci à vous. Merci, Valérie. Merci. Alors, c'est une librairie. N'hésitez pas, il y a des livres. Il y a Maryse. Elle est encore en forme. Elle peut faire des dédicaces. Et après, on va prendre tous ensemble un petit apéro offert par la librairie. Merci beaucoup. Merci. Merci.